Alors, il est maintenant 15h30, heure de l'Est. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à tous et bienvenue à cette séance d'information sur le Fonds de relance des services communautaires. La séance va être présentée en français seulement. Nous avons déjà eu une séance en anglais. Elle a été présentée plus tôt cet après-midi. Elle a été également enregistrée et l'enregistrement sera disponible sur le site Web du Fonds de relance. Je m'appelle Jacques Bérubé, je suis le directeur national normes d'adhésion et à mobilisation des membres pour Centraide United Way Canada. Aujourd'hui, je me joins à vous à partir des territoires des traditionnels des Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish des nations Coast Salish dans la région de Vancouver. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont enregistrés à la présentation de ce webinaire et puis les organismes, naturellement, partout au pays. Les organismes installés travaillent sur différents territoires autochtones également. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de partager l'information au niveau du service, du Fonds de relance des services communautaires. Avant de commencer, j'aimerais mentionner, de vous rappeler par contre que nous pouvons vous entendre, vous pouvez nous entendre et nous voir, et par contre, nous ne pouvons pas vous entendre et vous voir. La séance va être enregistrée et mise à votre disposition sur notre site Web, tout comme la séance en version anglaise qui a eu lieu plus tôt cet après-midi. Vous laissez aussi savoir que nous avons eu quelques problèmes techniques durant cette séance-là. Donc, si c'était le cas pendant la séance en français, on va faire de notre mieux pour régler les problèmes techniques au fur et à mesure. Nous allons aussi assurer de prendre une pause entre les différentes sections pour s'assurer que nos interprètes puissent avoir le temps de finaliser leur travail. La séance d'aujourd'hui comprend une partie de questions et réponses à la fin des présentations. Merci d'inscrire vos questions dans la boîte de clavardage. Nous allons compiler les questions et tenter de répondre à plusieurs d'entre elles. Nous ne pourrons probablement pas répondre à toutes les questions. Par contre, au fur et à mesure qu'on va se dérouler, nous allons répondre à quelques questions, mais également indiquer des liens au fur et à mesure où vous pouvez trouver des informations additionnelles. Je vais maintenant passer la parole à André Paulin de la Croix-Rouge canadienne qui va vous présenter en bref le contenu de notre webinaire. Merci. Merci, Jacques. Alors, en plus de nous deux, vous entendrez aujourd'hui nos collègues Betsy Charlie du United Way Centraide Canada et Geneviève Valleran des Fondations communautaires du Canada. Le sujet d'aujourd'hui est le Fonds de relance des services communautaires. D'abord, nous vous présentons un aperçu général du programme, expliquerons ce qu'est le fonds et vous parlerons des différents domaines d'intervention des projets. Ensuite, nous parlerons des volets de financement pour ce programme. Après, il sera question d'admissibilité, tant sur le plan des organismes et des activités que des dépenses. Nous expliquerons également comment les demandes seront évaluées et la marche à suivre pour soumettre une demande. Nous terminerons en répondant à quelques-unes des questions que vous aurez inscrites dans la fenêtre de clavardage tout au long de la présentation. J'ai hâte de vous expliquer tout ce contenu aujourd'hui, alors ne perdons pas de temps et commençons avec l'aperçu du programme. Alors, qu'est-ce qu'est le Fonds de relance des services communautaires? Le Fonds de relance des services communautaires est un investissement de 400 millions de dollars du gouvernement du Canada qui vise à aider les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones à s'adapter, à se moderniser et à renforcer leur résilience. Plus que jamais, ces organismes jouent un rôle de premier plan pour offrir des solutions aux problèmes sociaux persistants et complexes qui touchent de nombreuses communautés. Le financement provenant du Fonds de relance des services communautaires n'est pas destiné aux activités de fonctionnement ou aux programmes réguliers des organismes, mais à leurs besoins d'adaptation et de modernisation interne. Le Fonds accepte les demandes provenant d'organismes communautaires, à savoir les organismes sans but lucratif, les corps dirigeants autochtones et les organismes de bienfaisance enregistrés situés au Canada, qui offrent des services à des communautés au Canada. Nous y reviendrons dans quelques minutes.
Il s'agit d'une occasion de financement unique pour aider les organismes communautaires à s'adapter, à se moderniser et à devenir encore plus résilients alors qu'ils continuent à servir leur communauté. Le Fonds de relance des services communautaires est déployé par 3 financeurs nationaux, soit la Croix-Rouge canadienne, Fondation communautaire du Canada et Centraide United Way Canada. Ces 3 financeurs nationaux ont travaillé et continuent à travailler collectivement sur le Fonds de relance et se réjouissent de cette occasion de servir ensemble le secteur sans but lucratif. En effet, ils collaborent étroitement sur tous les aspects du programme, depuis sa conception jusqu'à son évaluation en passant par sa mise en œuvre. Cela signifie qu'il existe différentes pages de candidature en fonction de l'endroit où vous posez votre candidature, mais il existe un seul guide de préparation de la demande, un seul ensemble de critères d'évaluation et un seul site web central contenant les ressources clés dont vous avez besoin pour déterminer à quel financeur national vous devez adresser votre demande. Sur ce, regardons les 3 domaines d'intervention du projet. Alors, les projets financés par le Fonds de relance s'inscrivent chacun dans un domaine d'intervention. Bien que certains projets puissent toucher à plus d'un domaine d'intervention, on demande aux organismes admissibles d'en choisir un seul, soit celui qui traduit le mieux le but principal de leur projet. Il est important de prendre connaissance de l'information décrite dans le guide de préparation pour soumettre votre demande correctement. Si une demande est soumise dans le mauvais domaine d'intervention, rien ne garantit qu'elle sera réacheminée. Les organisations ne peuvent soumettre qu'une seule demande à un seul bailleur de fonds national pour ce fonds. La date limite de dépôt des demandes est le 21 février à 17 h, heure pacifique. Les résultats seront communiqués au printemps. Le premier domaine d'intervention est investir dans le personnel. Les fonds sont destinés à des projets ponctuels axés sur le recrutement, le maintien en poste, la mobilisation et le soutien de l'effectif de l'organisme, y compris le personnel, les bénévoles et les membres du conseil d'administration. Si votre organisme souhaite réaliser un projet axé sur le personnel, vous devrez soumettre votre demande dans ce domaine d'intervention. Voici quelques exemples de projets. Structure et politique relative aux ressources humaines et bénévoles, stratégie de recrutement et de maintien du personnel des bénévoles ou des membres du conseil d'administration, programme de soutien en santé mentale pour le personnel, les bénévoles ou les membres du conseil d'administration, soutien et formation pour le personnel, les bénévoles ou les membres du conseil d'administration, projet axé sur la diversité, l'équité et l'inclusion, autres activités admissibles ayant pour but d'aider votre personnel, vos bénévoles et votre conseil d'administration à se moderniser et à s'adapter. Le deuxième domaine d'intervention est investir dans les systèmes et les procédés. Les fonds sont destinés à des projets ponctuels d'investissement dans les systèmes et les procédés nécessaires au bon fonctionnement de la structure globale de l'organisme. Si votre organisme souhaite réaliser un projet axé sur les systèmes et procédés, vous devrez soumettre votre demande dans ce domaine d'intervention. Voici quelques exemples de projets. Investissement dans un système de gestion des contacts, mise en œuvre d'un nouveau plan de communication, amélioration d'un nouveau système comptable, élaboration, mise en œuvre ou adaptation d'une nouvelle stratégie de collecte de fonds, évaluation de la gouvernance du point de vue de la résilience organisationnelle, étude des possibilités de fusion ou de regroupement avec un ou plusieurs organismes communautaires
élaboration ou adaptation d'une stratégie ou d'un plan de protection des données ou des renseignements personnels, ou autre activité ayant pour but d'aider votre organisme à moderniser ou à adapter son fonctionnement et ses systèmes. Le troisième domaine d'intervention est investir dans l'innovation et la refonte des programmes et services. Les fonds sont destinés à des projets ponctuels axés sur l'innovation et la refonte de programmes et services en fonction de renseignements recueillis pendant la pandémie de COVID-19. Si votre organisme souhaite réaliser un projet axé sur l'innovation et la refonte des programmes et services, vous devrez soumettre votre demande dans ce domaine d'intervention. Voici quelques exemples de projets. Étude des possibilités d'adaptation d'un programme, d'un service ou d'un système de prestation des services en fonction des renseignements recueillis pendant la pandémie de COVID-19. Mise à l'essai d'un programme, d'un service ou d'un système de prestation des services qui a été remanié ou adapté pendant la pandémie. Achat d'équipements ou de matériel en vue de faciliter l'adaptation d'un programme ou d'un service en fonction des renseignements recueillis pendant la pandémie de COVID-19. Évaluation ou analyse de l'adaptation ou de la refonte d'un programme, d'un service ou d'un système de prestation des services mis en œuvre pendant la pandémie de COVID-19. Autre activité ayant pour but d'aider votre organisme à moderniser ou à adapter ses programmes et services. Après cet aperçu du programme, je passe maintenant la parole à Betsy Charlie de Centraide United Way Canada qui vous présentera les volets de financement. Merci, André. Le Fonds de relance comporte deux volets de financement, le volet local et le volet national, provincial, territorial. Chaque volet comprend deux paliers de financement. Je vous présente d'abord le volet local. Les organismes communautaires locaux ou régionaux qui offrent leurs services dans une partie d'une province ou d'un territoire doivent présenter leur demande dans le volet local. Ce volet comprend deux paliers de financement. Le financement du palier 1 varie entre 10 000 $ et 100 000 $. La plupart des projets s'inscriront dans le palier 1. Le palier 2 prévoit des montants de financement plus élevés pour les projets de plus grande envergure qui répondent à des critères précis. Le financement du palier 2 varie entre 101 000 $ et 200 000 $. Pour être admissible au financement du palier 2, les organismes demandeurs doivent satisfaire aux critères précis suivants. Le projet est à l'étape de mise en œuvre ou de stabilisation. Autrement dit, l'étape de planification est terminée et les travaux sont amorcés. Et au moins 2 organismes travaillent de concert à la réalisation du projet qui aura des retombées directes pour tous les organismes communautaires participants. Je répète que la plupart des projets s'inscriront dans le palier 1. Pour soumettre une demande au palier 2, il faut satisfaire aux critères précis que je viens de nommer. Passons maintenant au volet national, provincial et territorial. Les organismes communautaires qui offrent des services à l'échelle nationale, provinciale ou territoriale ou de plusieurs provinces ou territoires doivent soumettre leur demande dans le volet national, provincial, territorial. Ce volet comprend 2 paliers de financement aussi. Le financement du palier 1 varie entre 20 000 $ et 200 000 $. La plupart des projets s'inscriront dans le palier 1. Le palier 2 prévoit des montants de financement plus élevés pour les projets de plus grande envergure qui répondent à des critères précis.
Le financement du palier 2 varie entre 201 $ et 500 000 $. Pour être admissible au financement du palier 2, les organismes demandeurs doivent satisfaire aux critères précis suivants. Le projet est à l'étape de mise en œuvre ou de stabilisation. Autrement dit, l'étape de planification est terminée et les travaux sont amorcés. Et le projet est réalisé par l'un ou l'autre des organismes suivants. Un organisme communautaire, national, provincial ou territorial, comptant des sections régionales et locales qui bénéficieront directement des résultats du projet, ou un organisme communautaire ayant la structure d'une fédération nationale de services communautaires ou d'une association représentative dont les organismes membres bénéficieront directement des résultats du projet. Comme pour le volet local, la plupart des projets s'inscriront dans le palier 1. Pour soumettre une demande au palier 2, il faut satisfaire aux critères précis. Maintenant, avant de parler d'admissibilité, j'aimerais ajouter 2 remarques. D'abord, les organismes provinciaux et territoriaux de l'île du Prince-Édouard, de Terre-Neuve et Labrador, du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent soumettre une demande par le biais du volet national, provincial, territorial ou par le biais du volet local. Ensuite, les sections régionales ou locales d'un organisme national, provincial ou territorial ou les sections provinciales ou territoriales d'un organisme national peuvent présenter une demande de financement, même si leur siège social présente également une demande, à condition que les projets ne soient pas les mêmes et que les demandes soient structurées et enregistrées individuellement. Toute l'information présentée aujourd'hui est aussi incluse dans le guide de préparation de la demande que vous pouvez consulter tout au long du processus de demande. Nous avons ajouté le lien vers le guide dans la fenêtre de clavardage et il est également affiché sur notre site Web. Parlons maintenant d'admissibilité au fond. Dans un premier temps, je vous parlerai des organismes admissibles. Le Fonds de relance accepte des demandes d'organismes communautaires, à savoir les organismes sans but lucratif, les corps dirigeants autochtones et les organismes de bienfaisance enregistrés situés au Canada qui offrent des services à des communautés au Canada. Les organismes sans but lucratif, par exemple les associations, clubs ou sociétés constituées en personnes morales ou non, qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés ou des particuliers, mais qui sont constitués et exploités exclusivement à des fins de bien-être collectif, d'amélioration locale, de divertissement, de loisirs ou à toute autre fin non lucrative. Les corps dirigeants autochtones qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés ou des organismes sans but lucratif, par exemple les bandes de Premières Nations, les établissements Métis et les associations et gouvernements inuits. Organismes de bienfaisance enregistrés, certains donateurs reconnus, par exemple, organismes de bienfaisance et d'autres donateurs reconnus enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada, qui ne sont pas énumérés ci-après
en tant qu'organisme non admissible. En plus d'être un organisme communautaire, votre organisme doit satisfaire aux critères d'admissibilité suivants. Pour être admissible à présenter une demande de financement, les organismes doivent satisfaire à tous les critères suivants. Être un organisme communautaire selon la définition fournie, être constitué en société au Canada ou avoir son siège social au Canada, fournir des services à des communautés canadiennes, être en règle auprès de l'Agence du revenu du Canada, d'un registre provincial ou de l'organisme de réglementation applicable, être doté d'une structure de gouvernance comprenant un conseil d'administration, un comité de gestion ou un autre type de corps dirigeant formé d'au moins 3 personnes. Avoir en place des mesures de redevabilité telles des pratiques et des procédures de contrôle interne et de reddition de comptes. Avoir un compte bancaire au nom de l'organisme et un système de gestion financière pour faire le suivi efficace des revenus et des dépenses de l'organisme. Et, en dernier point, ils doivent travailler dans un ou plusieurs des secteurs de services communautaires de la classification internationale des organismes sans but lucratif énumérés ici. Mais vous pouvez voir la liste complète. Veuillez consulter le guide de préparation de la demande sur notre site Web. Maintenant, quels organismes ne sont pas admissibles au financement du Fonds de relance? Voici quelques exemples d'organismes non admissibles. Les organismes à but lucratif, les institutions sans but lucratif axées sur des activités commerciales, par exemple, associations professionnelles, chambres de commerce, regroupements de copropriétaires, les entités provinciales et territoriales, y compris les hôpitaux, centres médicaux, écoles, les écoles privées, universités, collèges, autorités sanitaires, établissements d'enseignement, établissements de santé et de services sociaux. Pour voir la liste complète, veuillez consulter le guide de préparation de la demande sur notre site Web. Les activités non admissibles comprennent, sans illimité, les activités énumérées sur cette diapositive. Par exemple, prestations de services directs, grands projets d'immobilisation, acquisition de terrains et de bâtiments, activités partisanes, politiques ou électorales, publication de livres ou de travaux de recherche, activités et projets lucratifs. Et pour voir la liste complète, veuillez consulter encore le guide de préparation de la demande sur notre site Web. Ensuite, je vous présente les dépenses admissibles et non admissibles. Les dépenses admissibles comprennent les dépenses raisonnables directement liées au projet, qui appuient l'objectif et les activités du projet et qui ont été concrètement et convenablement engagées. Elles comprennent personnel, salaire et coûts liés à l'emploi, entrepreneurs, honoraires relatifs aux services professionnels, matériel et fournitures, équipements liés au projet, frais de déplacement, formation et événements et frais administratifs. Les dépenses non admissibles comprennent sans illimité, dépenses engagées avant le 1er mai 2023
Dépenses engagées après le 30 juin 2024. Dépenses couvertes par une autre source de financement, y compris d'autres fonds de relance post-pandémie, et des revenus de l'organisme affectés à un usage particulier. Carte cadeau, prix ou programme d'incitation à la participation. Dépenses et frais liés au divertissement. Acquisition de terrain ou de bâtiments, frais immobiliers et coûts connexes. Une fois encore, cette liste est disponible dans le guide de préparation de la demande pour votre référence. Et nous venons d'ajouter le lien, je crois, dans le chat aussi. Je retourne le micro à, je crois que c'est Jacques à ce moment qui vous parlerait de, non, Geneviève qui vous parlerait de l'évaluation des demandes. Merci beaucoup, Betty. Bonjour tout le monde. C'est vraiment formidable de voir autant de participants de partout au pays là, dans la voie de clavardage. Il y a énormément d'activités, donc merci d'être avec nous. Donc, on va passer à la question de l'évaluation des demandes. 4 principaux critères qui vont servir à l'évaluation de votre demande. Donc, d'abord, toutes les demandes admissibles seront évaluées et comme l'a mentionné André plus tôt dans la présentation, les décisions vont vous être rendues au printemps 2023. Les critères suivants guideront les évaluations. Donc, la pandémie a influencé, touché les activités de votre organisme, que le projet proposé est viable, ce qui signifie qu'il pourrait être mis en œuvre dans les délais prescrit et conformément à l'échelle de financement qui est établie pour le programme et que votre organisme a les capacités requises pour le superviser. Troisièmement, le projet proposé aidera votre organisme à s'adapter, à se moderniser ou à renforcer sa résilience dans un contexte de relance post-pandémie. Et finalement, que votre organisme accomplit son travail dans une optique d'équité. Donc, voilà les 4 principaux axes d'évaluation. Les responsables du fonds veilleront à la distribution de l'aide financière de façon équitable. Donc, par exemple, on regarde les types d'organismes, les populations ciblées par ceux-ci, les sous-secteurs représentés, les domaines d'intervention de projets et les régions géographiques, bien sûr. Les processus d'évaluation dans tous les volets seront équitables et transparents. Pour en savoir un petit peu plus sur les définitions clés du fonds relativement au concept et aux définitions dont on parle aujourd'hui, qui comprennent rien pour nous sans nous, adopter une optique d'équité et finalement des communautés méritant l'équité, je vous invite à revenir encore une fois au guide de préparation de la demande, qui est vraiment votre outil clé là, dans la démarche pour déposer une demande. Pensons maintenant à la soumission des demandes. Avant tout, comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, comme je viens de le dire, le guide de préparation de la demande est votre outil principal. Nous vous invitons, nous vous encourageons à le lire attentivement. Il y a une gamme d'informations très, très, très utiles dans le guide. Donc, vraiment, c'est un document définitivement à regarder et télécharger sur le site Web. Ça se trouve dans l'onglet de ressources du site Web du Fonds de relance des services communautaires. Si vous avez déterminé que le programme, en regardant les informations devant vous, que le programme présente une bonne occasion pour votre organisme, vous pouvez ensuite passer à la deuxième étape. Donc, à cette étape-là, vous devez répondre au questionnaire « Où soumettre ma demande ?» ou consulter dans la section « Ressources » du site Web encore, l'arbre de décision. Ce sont 2 outils additionnels qui vous orienteront vers la page de soumission des demandes qui correspond à votre type d'organisme, le lieu et le domaine d'intervention de votre projet. Donc, ce sont des outils qui vont vous guider vers le bon financeur national. Nous vous recommandons fortement de répondre au questionnaire. Vraiment, allez sur le site Web, ça prend
pas beaucoup de temps, mais répondez-y et consultez l'arbre vraiment pour vous guider à préparer votre demande. Après avoir complété le questionnaire, vous serez dirigé vers une page de soumission de demande, donc au financeur national en question, où vous pourrez préparer et soumettre votre demande. Je vous rappelle, André l'a mentionné au début, que les organismes peuvent présenter une seule demande de financement dans le cadre du Fonds de relance des services communautaires et que si un organisme soumet une demande au nom d'une association dont il fait partie, il ne peut pas présenter d'autres demandes. Encore une fois, si une demande est soumise au mauvais endroit, c'est-à-dire au mauvais financeur national, rien ne garantit qu'elle sera réacheminée à la bonne place. Donc, vraiment un encouragement de passer le temps au début pour bien évaluer où soumettre votre demande. Et un rappel, il y a plusieurs questions dans la boîte de clavardage à cet effet. La date limite pour déposer toute demande est le 21 février 2023 à 17 h, heure du Pacifique. Maintenant, les échéanciers. Comme mentionné, vous avez, comme je viens de le dire, vous avez jusqu'au 21 février pour préparer et soumettre votre demande. Vous pouvez vous attendre à connaître la décision encore une fois en mars ou avril 2023. Les organismes dont la demande a été retenue devront réaliser leur projet entre le 1er mai 2023 et le 30 juin 2024. Donc, il y a une période de 13 mois pour réaliser les projets. Tous ces échéanciers, tous les détails sont à la fois dans le guide ainsi que dans la foire aux questions sur le site Web. Donc, les prochaines étapes. On vous l'a dit, on vous le rappelle, la lecture du guide de préparation de la demande, c'est vraiment la première chose à faire après avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui. Vous allez reconnaître les informations qu'on vous a présentées. Ensuite, vous répondez au questionnaire ou soumettre ma demande. Ces deux outils-là, vous les trouvez sur le site Web. Encore une fois, c'est une question qu'on reçoit souvent, donc on prend le temps de le répéter. Le Fonds de relance ne vise pas à soutenir des projets de prestation de services externes. C'est vraiment conçu pour aider les organismes à s'adapter, à se moderniser, puis à répondre au contexte de relance de la post-pandémie, donc à développer la résilience. Si pendant le processus de demande, de développement de demande, vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, les informations de contact pour les 3 bailleurs de fonds sont sur le site Web. N'hésitez pas à nous envoyer un message à la Croix-Rouge, à votre fondation communautaire locale ou encore une fois à votre centrale United Way locale. Je vais repasser la parole à Jacques et je crois qu'on va lancer la période de questions et réponses. Merci Geneviève. On passe effectivement, comme tu viens de le mentionner, à notre section questions et réponses. Avant de débuter, j'aimerais juste vous rappeler que la date limite pour soumettre les présentation, le 21 février 2023, 17 h, heure du Pacifique. Et la présentation à laquelle vous assistez aujourd'hui est enregistrée. Et cette présentation-là, ainsi que les diapos, vont être disponibles. Donc, vous avez le lien sur le site Web Fonds de relance des services communautaires. Également, une question qui est revenue souvent, où est-ce qu'on peut se procurer le guide du programme? Le guide est également disponible sur le site du fonds de service. Suite à ça, je vais passer la première question à Geneviève. Quelqu'un qui demande où on peut présenter une demande de subvention. Excellente question. Donc, je vais vous rediriger vers le site Web du Fonds de relance des services communautaires.ca. Vous remplissez, d'abord vous déterminez quel volet de financement serait l'orientation principale de votre projet. Répondez, prenez le temps de passer à travers le questionnaire qui prend peut-être 4-5 minutes maximum.
ça va vraiment vous orienter vers le bailleur de fonds national qui finance le volet en question de votre projet. Donc, ça, c'est votre point de départ. Si vous avez des questions rendues à la fin du questionnaire, n'hésitez pas de nous relancer. Ça nous ferait un plaisir de vous répondre. Merci. Une autre question technique au niveau de comment trouver le lien pour accéder au questionnaire en version PDF. Ça va être André ou Geneviève. Je peux y répondre. Alors, une fois que vous avez rempli le questionnaire, encore une fois sur le site web qui a été partagé dans le chat, alors une fois que vous avez rempli le questionnaire et que vous avez accédé à la page du financeur national, vous trouverez les instructions relatives à la demande, y compris les formulaires de demande en format PDF. Merci, André. Une question sur l'admissibilité. Donc, je vais me tourner vers toi, Geneviève. Quels organismes sont considérés comme des organismes de services communautaires? Oui, certainement. La définition comme telle, elle est précisément, je ne veux pas vous induire en erreur, là, mais la définition comme telle, elle est présente dans le guide du demandeur de préparation de la demande. Vous avez également la liste complète des organismes admissibles. On a passé à travers là, dans les diapos. Ça vaut la peine là, vraiment de regarder de très près les organismes admissibles ainsi que celles qui ne sont pas admissibles. Toutes ces informations-là sont dans le guide et dans la foire aux questions sur le site Web. Merci. André, une question d'ordre général. Quelle importance a ce programme quel est le lien avec la pandémie? Oui, alors ce fonds est vraiment ça vise spécifiquement à offrir l'opportunité aux organismes à se moderniser, à s'adapter et à devenir plus résilients à mesure que nous sortons de la pandémie. Alors, c'est vraiment pour essayer à aider les organismes à vraiment se rétablir un peu après la pandémie. Merci. Betsy, je vais me tourner vers toi. Une question concernant le financement. Quel doit être le pourcentage de participation de l'organisme demandeur? Les demandeurs n'ont pas besoin d'apporter un financement de contrepartie pour ce programme. L'ensemble du projet peut être financé par le fonds. Merci. Geneviève, comment la demande sera-t-elle évaluée? Oui, je vais repasser sur les critères d'évaluation. Donc, il y en a 4 pour les répéter. Donc, je vais vous les lire. La façon dont la pandémie a influencé, altéré ou façonné les activités de votre organisme. La viabilité du projet, donc, c'est-à-dire que le projet peut être mis en œuvre dans les délais prescrits et avec le financement accordé. Et que vous avez la capacité dans votre organisme d'en assurer la supervision, que le projet propose vraiment d'aider votre organisme à s'adapter, à se moderniser, à développer, à accroître la résilience à la suite de la pandémie, et finalement, que vous travaillez avec cette optique-là d'équité dans vos objectifs et vos orientations. Pourrais-tu peut-être élaborer quelque peu sur le principe ou l'optique d'équité? Oui, certainement. C'est une excellente question. Donc, ça peut dire beaucoup de choses, mais par la définition qu'on a établie pour le fonds, on reconnaît vraiment l'équité en étant la diversité des expériences, des besoins et de créer des cadres qui tiennent compte de cette diversité-là dans vos communautés. Donc, une optique d'équité nécessite un ensemble de politiques, de pratiques éclairées, conçues avec l'intention de proposer des occasions et de corriger des disparités qui existent. Ça nécessite également que des personnes informées et bien placées les mettent en œuvre. Donc, on passe souvent par le rien pour nous sans nous. C'est vraiment le terme le plus court pour évoquer ce qu'on veut dire par l'optique d'équité dans ce fonds-là. Merci. J'ai une autre question au niveau de la présentation d'une demande d'admissibilité. Geneviève, combien de demandes est-ce qu'un demandeur peut présenter? C'est un important rappel. Je sais que la question revient souvent.
Je vous rappelle qu'on peut présenter une seule demande dans le cadre du programme. Donc, on présente une demande à un bailleur de fonds national. Donc, de là, l'importance vraiment à cibler dès le départ les orientations de vos projets, de prendre le temps de regarder les critères dans le guide de préparation de la demande, dans le questionnaire et ensuite de développer et de vous diriger, vous tourner vers le bon bailleur de fonds, soit la Croix-Rouge, soit Fondation communautaire du Canada ou Centraide United Way. Une précision qui est importante ici aussi, c'est que si un organisme présente une demande au nom d'un organisme de collaboration, donc vous avez comme une organisation nationale fédérée ou qui travaille à base de membres, cela compte comme la seule demande autorisée. Merci. Est-ce que serait possible de confirmer que les fonds ne seront pas octroyés au premier arrivé, premier servi qui va avoir? Quel est le processus pour l'évaluation des demandes de financement? Je peux répondre à ça. Pour moi? Oh, pardon, c'est à Betty. Pardon. Ah, pardon. OK, d'accord. Tous les demandes seront évaluées en même temps après la date limite du 21 février. Merci. Peut-être une question en général, André, je vais me tourner vers toi. Pourrais-tu nous expliquer l'état des discussions avec le Québec par rapport à l'obligation d'obtenir un accord, le fameux accord M30? Oui, certainement. Alors, des discussions sont en cours entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec afin que le fonds puisse être mis en œuvre dans un esprit de complémentarité. Et puis, une fois qu'on a plus de nouvelles, on va certainement les partager avec vous. Merci. Geneviève, encore une fois, je me tourne vers toi au niveau de l'évaluation. Dans le guide, il est précisé que les projets d'innovation doivent être basés sur des nouvelles informations liées à la COVID. Par contre, dans la présentation jusqu'à date, la personne me dit que ça semble indiquer ça, mais est-ce que c'est bien le cas? C'est peut-être une précision à apporter. Mm-hmm. C'est une excellente question et là, on tombe un petit peu dans les nuances. Donc, j'apprécie la personne qui nous l'a posée. Donc, c'est sûr qu'en général, de façon générale, ce fonds-là répond au contexte de la pandémie et de la COVID. Mais cela étant dit, l'innovation ne doit pas être nécessairement directement liée à de nouvelles informations qui sont découvertes par le biais de la COVID. Donc, vous pouvez envisager d'innover pour rendre votre organisation plus résiliente en général sans que ce soit spécifiquement lié dans la demande à X, Y, Z de la COVID. Donc, j'espère que ça répond à la question. Si vous avez des questions, là, je vous inviterai dans les cas de questions beaucoup plus précises relatives à un dossier de communiquer avec le bailleur de fonds en question. Merci. Betty, une question, peut-être une précision. On demande le financement de 10 000 c'est un minimum? Oui, le minimum pour le financement est de 10 000 Alors, chaque projet doit demander un minimum de 10 000 OK. Je vais rester avec toi, Betty. Quelle est la durée du projet? Date de début, date de fin, l'échéancier? Oui, les projets commencent le 1er mai 2023 et doivent se terminer le 30 juin 2024. Merci. Geneviève, de retour à toi. Comment les demandes sont évaluées? Par des comités, des experts? Excellente question. Donc, l'évaluation se fait par comité. Les comités diffèrent par région, par organisme, etc. Mais de façon générale, à travers le pays, c'est une évaluation faite par des comités d'évaluation pour assurer une transparence et une équité. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, de façon générale, la réponse à la question. Maintenant, au niveau du volet national, il va y avoir une démarche un petit peu différente. Toujours évaluation par un comité, mais cette fois-ci, un comité évidemment national, regroupé et constitué par un recrutement mené par les trois bailleurs de fonds ensemble. Merci. Une personne qui nous écrit, qui dit qu'elle constate qu'il y a énormément de questions de part et d'autre.
Est-ce que nous pouvons nous référer, par exemple, à Centraide de notre région afin que quelqu'un puisse nous aider, nous accompagner dans la préparation d'une demande? Betsy? Oui, vous pouvez vous adresser au bureau central de la Croix-Rouge, à Centraide ou aux fondations communautaires locales. Toutes les informations de contact sont disponibles sur le site Web. Parfait. Donc, quelqu'un veut une précision, c'est donc après avoir répondu aux questionnaires qui vont être en mesure de pouvoir être dirigés vers le bon bailleur de fonds. Une autre question au niveau général, André. Nous sommes un organisme communautaire. Est-ce que l'embauche de personnel peut être financée par ce fonds? Oui, alors le personnel, les salaires et les coûts liés à l'emploi sont admissibles. Merci. Une autre question ici. Qu'en est-il de l'entente particulière avec le Québec pour les demandes? Peut-être me tourner vers André. Oui, alors je peux commencer, puis Geneviève et Betsy, si vous voulez ajouter, allez-y, mais essentiellement, il y a des conversations qui ont eu lieu, qui sont en train d'avoir lieu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, et puis on envisage tous on travaille avec le même but en tête, c'est que les organisations puissent bénéficier du fonds. Alors, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, nous travaillons ensemble et puis une fois qu'on a plus d'informations à partager, on va le partager avec vous. Tout à fait. Merci, André. Si je peux rajouter rapidement, je pense que tout le monde apprécie le contexte de travail acharné que les organismes communautaires, dans le contexte dans lequel vous travaillez et vous vivez depuis le début de la pandémie et avant. Donc, on fait par tous les moyens possibles le travail en amont pour assurer une suite puis des demandes qui n'auront pas besoin de passer par une exemption M30, mais de mettre en place une exemption globale pour les buts de ce fonds au Québec, pour les demandeurs du Québec. Et ce, grâce à la collaboration avec nos partenaires au gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec. Donc, plus, comme André l'a dit, plus d'informations suivra là sur le site Web, je pense, dans les prochaines semaines. Merci Geneviève. Je retourne vers toi, André. Une question d'une personne qui dit qu'ils sont un organisme francophone, mais l'organisme de leur localité est anglophone. Est-ce qu'il faudrait soumettre leur demande en anglais? Alors, tous les matériels que nous avons créés sont en français et en anglais. Alors, vous pouvez faire application dans votre langue de préférence. Puis, les matériels de soutien sont aussi en français. Alors, le guide, le questionnaire, les foires aux questions, tout ça, on a tous nos matériels en français et en anglais. Alors, si vous voulez faire application en français, vous pouvez faire application en français, il n'y a pas de problème. Merci. Betsy, ça a été touché dans ta présentation, mais pourrais-tu, s'il te plaît, revenir sur les montants maximum des subventions qui sont disponibles? Oui, comme j'ai dit en avant, ça dépend sur le volet et vous pouvez consulter le guide de la préparation, mais pour le volet local, pour le palier 1, le maximum, c'est 100 000 $. Pour le palier 2, c'est 200 000 $. Et pour le volet national, provincial, territorial, le palier 1, le maximum, c'est 200 000 $ et pour le palier 2, c'est 500 000 $. Mais je vous empêche de consulter le guide de la préparation pour tous les détails. Merci. Geneviève, une question pour toi, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une reddition de compte à la fin du projet? Bonne question. La réponse, c'est oui. Les équipes travaillent là-dessus au moment où nous parlons et les informations vont être disponibles en temps et lieu. Étant donné la nature et l'ouverture pour ce fonds-là qui recevra
demandes également des donataires non reconnus. Donc, ça, c'est une modalité importante là, à souligner. Pour les donataires non reconnus, nous demanderons également la soumission d'un bref rapport d'étape. Donc, dans les deux cas, ce sont des rapports très gérables. On ne cherche pas quelque chose d'exhaustif, mais quelque chose qui rendra une bonne reddition de compte. Donc, voilà pour cette question-là. Je reste avec toi, Geneviève. Il y a une question que tu en as parlé brièvement au niveau du principe d'équité ou de l'optique d'équité. Si tu pouvais élaborer un peu plus d'autres questions qui sont venues à ce sujet. Oui, avec plaisir. Donc, vous trouverez toutes ces définitions-là, les termes clés et puis la façon dont l'équité va être intégrée dans l'évaluation. Mais je vous relis un petit peu la définition selon la documentation. Donc, adopter une optique d'équité, c'est de reconnaître la diversité des expériences et des besoins, établir des cadres pour en tenir compte. Les organismes qui veulent adopter une optique d'équité doivent élaborer un ensemble de politiques et de pratiques. L'intention est de promouvoir les possibilités et de corriger les disparités et en confier la mise en œuvre à des personnes informées qui sont en mesure de s'acquitter de cette tâche avec efficacité. Donc, je reviens vraiment encore à la terminologie de rien pour nous sans nous. Merci. Je reste avec toi, Geneviève. Une question au niveau d'admissibilité, de soumission des demandes. Est-ce qu'il faut des lettres d'appui pour appuyer les demandes? Non, ce n'est pas nécessaire dans le cadre du fonds de relance. Vous allez devoir soumettre d'autres matériels de soutien qui est assez standard, mais les lettres d'appui ne sont pas parmi ces documents-là. Une autre précision demandée, André. Les projets doivent débuter le 1er mai 2023 et se terminer le 30 juin 2024. Est-ce que la réalisation du projet peut se terminer avant le 30 juin 2024? Oui, alors toutes les dépenses doivent être dépensées avant le 30 juin 2024. Alors, si le projet continue avec d'autres fonds, il n'y a pas de problème. Mais la date de terminaison, c'est le 30 juin 2024. Si le projet se termine avant ça, ça se termine avant ça, mais les dépenses se font entre le 1er mai 2023 et le 30 juin 2024. Merci. Une autre question au niveau Geneviève, au niveau de l'évaluation. Est-ce que est-ce qu'une demande incomplète va être évaluée ou automatiquement rejetée? Malheureusement, non, la réponse est non. On va évaluer les demandes complètes. Donc, les demandes complètes seront les demandes admissibles. Par contre, je vous dirais que dans les portails en ligne, tous les demandeurs, tous les organismes auront la capacité de créer le profil, d'entrer des informations, de développer les débuts de votre demande, votre soumission, la sauvegarder et puis y revenir plus tard. Donc, c'est sûr que ça vous donne une flexibilité pour compléter la demande d'ici le 21 février à 17h heure du Pacifique. Merci. Je vais me tourner vers Betty. Une question concernant est-ce qu'un organisme à but non lucratif peut déposer une demande? Oui, c'est possible et je vous dis, tous les détails sont dans le guide de préparation. Alors, c'est une bonne idée de le lire avant de présenter votre demande. Merci. Peut-être rester avec toi, Betty. Qui décidera de la pertinence des projets? Est-ce que c'est central ou ça se fait selon les régions? Ça dépend du volet. Local, c'est selon les régions et national, c'est central. Parfait. Merci. Alors, j'attends de voir le déroulement des questions. Jusqu'ici, ça va. Il nous reste très peu de temps, 1 minute ou 2. S'il y a d'autres questions qui nous proviennent. Pendant qu'on est en mode de regarder les questions,
Pour des gens qui se sont joints à nous un petit peu plus tard, juste rappeler que le site web fonds de relance des services communautaires.ca contient tout le matériel que nous avons couvert ensemble aujourd'hui. Vous avez également sur le site les coordonnées des 3 bailleurs de fonds qui pourront, au besoin, vous rediriger à un point de contact local pour mieux vous servir. Là, on sait qu'il y a des organismes qui considèrent déposer des demandes de partout au pays. Donc, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, de prévoir passer du temps sur le site web avec également le guide de préparation de la demande. Parfait, merci. Je reste avec toi, Geneviève. Peut-être une dernière question au niveau de l'évaluation. Que se passe-t-il si quelqu'un présente une demande pour le mauvais domaine d'intervention du projet? C'est une bonne question. Donc, comme André l'a mentionné plus tôt dans la présentation, on ne peut malheureusement pas garantir le réacheminement des demandes entre les bailleurs de fonds. Donc, vous voyez aujourd'hui qu'on est très nombreux sur ce webinaire. Il y a des milliers d'organisations qui vont déposer des demandes. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on vous demande de faire le travail en amont, d'évaluer l'objectif principal de votre projet, de vous orienter, vous tourner vers le bailleur de fonds correspondant. C'est sûr que des fois, il y a du chevauchement entre investir dans le personnel et développement des systèmes et procédés, mais c'est vraiment là où il y a le cœur de votre projet qui va vous guider. Si vous avez un doute par rapport à où vous devriez soumettre votre demande, je vous inviterai, avant de commencer quoi que ce soit dans un portail, de communiquer avec nous via, encore une fois, les coordonnées sur le site web, et ça nous fera vraiment un grand plaisir de vous aider. Nos équipes sont en place. Par courriel, par téléphone. On va avoir aussi là, des partenaires au plan local qui vont être en mode présentation de sessions d'information, etc. Donc, il y a vraiment un réseau là, pour vous aider, que ce soit chez Centraide, que ce soit la Croix-Rouge ou dans le réseau des fondations communautaires. Merci. Peut-être une dernière question compte tenu du temps. Je vais passer le micro à André. Brièvement, si tu pouvais donner des exemples de projets dans le domaine d'intervention, investir dans l'innovation et la refonte des programmes et services. Oui, j'étais en surprise. Alors oui, alors c'est par exemple l'exploration de l'adaptation d'un programme, d'un service ou d'un système de prestation de services à l'aide des renseignements obtenus durant la pandémie de COVID, mise à l'essai d'un programme, d'un service, d'un système de prestation de services refondu ou adapté pendant la pandémie, l'achat d'équipements ou d'autres matériels de programme pour faciliter l'adaptation d'un programme ou d'un service à l'aide des renseignements obtenus pendant la pandémie de la COVID-19. Alors, c'est quelques exemples, mais je dirigerai aussi les organismes vers le guide, vers notre site web et la foire aux questions. Et puis, si vous avez encore besoin de réponses après ça, vous pouvez certainement contacter soit la Croix-Rouge, soit les fondations du Canada ou bien le Centraide United Way Canada aussi. Merci. Alors, le temps file. Il y a encore des questions qui ne seront pas répondues, mais on va, comme il a été dit pendant la présentation, consulter le site web, la foire aux questions. Beaucoup de renseignements y sont inclus. J'aimerais remercier les panélistes, mais surtout vous, les organismes qui ont participé aujourd'hui. Vous avez voir des liens vers le site web, dans la boîte de clavardage également, si vous voulez consulter l'équipe de la Croix-Rouge canadienne, vous pouvez les consulter en utilisant le numéro de téléphone, l'adresse courriel inclus également dans la boîte de clavardage. Nous avons hâte de recevoir les demandes de subvention, de financement. Également, on aimerait vous demander de prendre quelques minutes pour remplir le sondage éclair qui apparaît à votre écran pour nous donner un peu de rétroaction sur le webinaire. Et en terminant, j'aimerais souhaiter à tous un bel hiver et une bonne chance dans la préparation de vos projets. Merci beaucoup.